Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence nombreuse et d'avoir pris quelques distances pour vous en tenir aux normes sanitaires en vigueur. Il y a quelque part, je ne sais pas où, un pchit pour ceux qui veulent encore se nettoyer les mains avec une solution hydroxyalcoolique. Je redemande aux personnes qui sont encore arrivées entre-temps et qui ne l'auraient pas fait de s'annoncer auprès de notre secrétaire générale, Madame Martine Loeb, pour s'inscrire sur la feuille de présence, surtout pour des raisons sanitaires à ce stade, pour que nous puissions procéder à un traçage si c'est nécessaire. Cela étant, j'ouvre cette conférence publique sous la forme d'une table ronde sur le thème Covid-19 et médecine complémentaire. Comme vous le savez, le ou la Covid-19, l'un et l'autre se dit ou se disent, est une maladie infectieuse de type viral, et on peut se demander au fond si elle est susceptible d'être combattue en tout ou partie par le biais des médecines complémentaires. C'est la question que nous nous sommes posée, et le but de cette table ronde est de contribuer à y apporter une réponse. On a beaucoup parlé ces temps de solutions par l'oligothérapie, par l'échinacée, ça fait un petit peu le débat dans les médias. Est-ce qu'au contraire, les solutions se limitent à, comme c'est parfois le cas, il faut le dire, avec les médecines complémentaires, à répondre aux effets secondaires ou éventuellement à des mesures de prévention qui sont d'ailleurs tout aussi importantes que les mesures tendant à la guérison? S'il y a des réponses par les médecines complémentaires, quelles sont-elles? C'est la question centrale du jour. Et est-ce que c'est ici un exemple ou un contre-exemple de ce qui fait le cœur de ce que veut faire l'association Romedco, l'association romande pour le développement des médecines complémentaires, c'est-à-dire la médecine intégrative qui met en œuvre simultanément chacune pour ses meilleures pratiques et de manière coordonnée la médecine dite classique, dont la définition d'ailleurs varie, et les médecines complémentaires, dont on peut dire qu'il y en a peut-être, je ne sais pas, 150 ou 200, ça dépend comment on compte la chose, mais en tout cas qui sont nombreuses. Nous avons pour répondre à ces interrogations, à cette table, deux professeurs universitaires de médecine, Madame Chantal Bernard-Renella, professeure de médecine complémentaire au CHUV depuis le mois de mai 2019, et Monsieur Pierre-Yves Redondy, professeur de médecine de famille à l'Université de Fribourg et créateur du Centre des médecines complémentaires du CHUV, le CEMIC, qui est professeur à Fribourg depuis, si je ne m'abuse, l'automne 2018. Nous avons aussi Madame Myriam Urfer, enseignante honoraire infirmière et enseignante honoraire à la Haute École en Santé du canton de Vaud, et les docteurs Isabelle Montfort et Bruno Ferroni, particulièrement versés notamment dans le domaine de l'homéopathie. Nous allons commencer par une petite présentation du professeur Redondy. Ah pardon, je m'excuse, j'ai oublié Lydia Bosson. Je suis honteux, Lydia, je m'excuse. Et Lydia Bosson, bien sûr, mille excuses. Nous allons commencer par une petite présentation de Pierre-Yves Redondy que vous allez pouvoir voir sur écran et que, avec son autorisation, nous reproduirons sur notre site internet, tout comme d'ailleurs le compte-rendu filmé de cette conférence. Je précise qu'il est filmé et enregistré. J'espère que ça ne vous indispose pas. Si quelqu'un s'y oppose, il peut tout à fait le manifester. On pourrait couper son intervention s'il y en a une. Voilà, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais on veut toujours le dire après. Et puis ensuite, nous passerons par des interventions courtes de chacun des intervenants qui sont ici à la table, et éventuellement les questions mutuelles qu'ils ont à se poser. Et puis, vous aurez bien entendu la parole pour des questions pour la dernière partie de cette table ronde. Je passe la parole au professeur Redondy. Voilà, bonjour à tous.
C'est un plaisir d'avoir autant de monde. C'est la première fois que vous entendez parler du Covid ces derniers temps, donc je suis vraiment content que vous veniez entendre parler de ce sujet. J'ai eu l'autorisation du canton de Fribourg de venir parler dans le canton de Vaud, parce que vous savez, on fait tout différemment suivant les cantons. Parce que le Covid se comporte de manière très différente d'un canton à l'autre. En fait, c'est quelque chose d'assez connu et scientifiquement prouvé actuellement. Donc je vais juste, pour relancer un peu le sujet, mettre quelques éléments qui sont sortis dans le domaine des médecines complémentaires au cours des derniers mois, puisqu'on continue la veille dans ce domaine-là. On a l'OMS qui a mis en place tout un programme dont personne n'a entendu parler, mais qu'ils ont mis en place, dans l'idée de pouvoir développer les techniques qui pourraient être issues des médecines traditionnelles. Mais il y a eu plusieurs séances qui ont été faites de la part de l'OMS par rapport à ce domaine-là, notamment dans certains pays en voie de développement. Puis la situation continue avec des protocoles qui ont été mis en place par rapport à différentes herbes qui pourraient être proposées pour les patients. Je rappelle que l'hydroxychloroquine n'est pas une herbe. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont en route actuellement dans le domaine des médecines complémentaires avec le soutien de l'OMS, mais qui restent très peu médiatisées et très peu visibles. Un autre élément, c'est que moi j'ai beaucoup travaillé avec la Chine depuis ce printemps. J'ai appris le mandarin en fait en une nuit parce que je maîtrise absolument bien. En fait, il y a des protocoles que la Chine a tout de suite mis en place sur le traitement du Covid, autant sur le traitement par les techniques classiques, mais aussi les traitements en médecine chinoise et qui ont été directement publiés. Je ne vous ai pas mis, mais on a aussi bien sûr des traductions anglaises qui ont été faites, et je trouvais très intéressant que tout de suite il y ait des protocoles qui sortent. Maintenant, en Europe, on est beaucoup plus avant-gardiste. Donc les Français, la première chose qu'ils ont fait, c'est un document pour dire que tous les compléments alimentaires étaient dangereux dans le Covid. C'est la seule chose qu'ils avaient à faire, à part brûler leur masque. Mais en fait, c'est le seul document qui est sorti très rapidement de la part du gouvernement français en disant que les médicaments contenant des plantes peuvent interférer avec le système immunitaire et qu'il ne faut surtout pas en prendre. Donc c'est un document que j'ai à votre disposition si vous voulez faire du feu ce soir. Mais c'est 10 avril, c'est là que ce document est sorti. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu de la Chine ici en Suisse? Je trouvais que c'était assez intéressant ce que la presse a dit. Je ne dirais pas de quel journal c'est issu, mais il faut avoir le temps de le lire. C'était sur la promotion des médecines chinoises. Vraiment, c'est le message qui est arrivé ici. C'est qu'en fait, le gouvernement chinois a profité du Covid pour faire la promotion de ces médecines chinoises, alors qu'elles ne sont pas du tout arrivées jusqu'ici. Mais heureusement, quand même, des phrases intéressantes. La médecine traditionnelle chinoise n'est pas seulement une source de fierté pour Pékin, c'est aussi une source de revenus. C'est l'information principale qui nous arrivait en Europe, alors que 80% des patients avec Covid ont été traités par médecine chinoise en Chine. Si on regarde les données qui sont arrivées ici en Europe, ici je vous montre une des études qu'on a beaucoup utilisées au début, sur ces 1099 patients qui étaient ensuite publiés dans le New England Journal of Medicine, où il y avait ces caractéristiques des patients, qu'est-ce qu'on avait comme données, c'est ce qui est arrivé depuis la Chine. Et ce que je trouvais intéressant dans cet article qui était extrêmement utilisé par la communauté scientifique, c'est qu'on a eu toute une série d'informations sur ces patients, sur comment ils ont évolué. Je ne vais pas vous lire toutes les listes, mais toutes les complications que les gens avaient. C'est ce qui nous arrivait de Chine. Mais aussi, ce qui était intéressant, c'est tous les traitements qui ont été donnés. Très malheureusement, dans toutes les publications qui ont eu du succès dans la littérature scientifique occidentale, n'étaient pas du tout mentionnés les traitements de médecine chinoise qui ont été utilisés. Donc on a vraiment un phénomène, je trouve, assez impressionnant. On a une maladie qui n'a pas de traitement et pour laquelle on prend tout des Chinois, c'est-à-dire toutes les informations qu'on a sur ces patients, et puis on ne prend pas du tout acte de différents traitements qui ont été utilisés en Chine, alors qu'on n'a absolument aucun traitement à cette époque.
Pourtant, il y a des articles qui sont sortis au niveau du Wuhan, enfin de la région, l'épicentre. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, certes de moins bonne qualité, mais ça c'est souvent le cas parce qu'il faut des moyens très importants. Ils ont regardé qu'est-ce qui pouvait se passer, qu'est-ce qu'on pouvait faire en médecine chinoise. Il y a eu toute une analyse de la constitution du corps, comment on pouvait réfléchir par rapport à la réaction du corps et amener des traitements en médecine chinoise aux patients. Ces articles ont été publiés avec des propositions de traitements, de formules qui sont selon les données de la médecine chinoise qui peuvent être utilisées pour les patients. Ça, c'est le 15 avril. Donc nous, on attend toujours de les introduire chez nous, mais il ne faut pas qu'on aille trop vite parce que ce n'est pas une maladie qui nous affecte beaucoup au final. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude qui a été publiée, c'est qu'on avait un impact de la médecine chinoise sur notamment la durée d'hospitalisation. Et puis, il y en a une revue qui est sortie à fin juillet. La revue, c'est l'analyse des différentes données qui sont sorties, comme on dit, dans la littérature sur la médecine chinoise. Puis, ce que je trouve intéressant de ce qui est sorti, je pense que c'est la meilleure revue et certainement on peut discuter pendant longtemps de la qualité de cette revue, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques données qui sortent. C'est que le nombre de patients qui évoluent d'un stade sévère à critique, si on compare des gens qui ont été traités par herbes chinoises, des traitements conventionnels, par rapport à des patients qui ont été traités que par traitement conventionnel, les patients qui sont traités avec des herbes chinoises et conventionnelles, il y en a moins qui évoluent vers un stade sévère à critique. Il y en a une durée d'hospitalisation qui est moins longue, une amélioration de la toux qui est plus rapide, une amélioration de la fatigue et de la tachypnée, c'est la peine à respirer qui est plus rapide. Alors certes, c'est des données petites, ça représente très peu de gens dans ces études, je suis totalement d'accord, mais ça montre à quel point on a besoin si on a des données qui peuvent amener quelque chose pour améliorer la qualité de vie des patients, on ne devrait pas les ignorer. Ensuite, je sais que j'ai été beaucoup aimé par rapport à ce que j'ai dit dans 24 heures samedi sur l'échinaforce. Juste vous montrer la question de l'échinacée, juste parce qu'elle est beaucoup sortie dans la presse. Est-ce que l'échinacée fonctionne? Juste vous dire que la seule étude qu'on a actuellement sur l'échinacée dans le Covid, c'est une étude qui a été faite en vitro, donc qui n'a pas du tout été faite chez l'être humain, avec l'échinaforce qui contient de l'alcool et de l'échinacée. On a une diminution du Covid, mais il faudrait bien sûr plus d'études pour pouvoir dire si c'est efficace dans la prévention du Covid. Et puis je vais juste vous raconter une histoire, parce que je trouve qu'elle est jolie, parce que moi le 5 mars, j'ai toute mon équipe de médecins de l'Université de Fribourg qui a disparu, parce qu'ils ont dû aller aider par rapport au Covid. Donc on ne savait plus très bien quoi faire, on devait continuer le curriculum des étudiants. Et puis on n'a pas lâché prise avec tout ce qu'il y avait à faire. Puis nous, ce qu'on a eu, c'est qu'au fait, déjà le 30 janvier, moi j'ai eu un téléphone de l'université de Nankin de médecine traditionnelle chinoise. Donc le 30 janvier, moi j'étais dans un congrès où tout le monde était collé les uns aux autres. Et puis moi, mon téléphone, puis on me dit, écoute, il y a un problème, c'est qu'on n'a plus de masques en Chine. Est-ce que tu peux nous aider? J'ai dit, de toute façon, nous, ça ne va pas arriver chez nous, donc il n'y a pas trop de soucis, on va essayer de trouver des masques. Bon, il fallait trouver des masques quelque part, donc on a cherché une caverne d'Alibaba. Si vous ne me croyez pas, ça c'est le message gouvernemental pour la recherche de masques, je vous laisse en prendre connaissance. Mais on nous a demandé ça, donc il fallait trouver des masques, ça c'était un problème. Puis l'autre, c'est qu'il n'y avait plus de vols, les vols ont été interrompus le 29 janvier avec la Chine. Et puis on a réussi à trouver une caverne d'Alibaba, on a pu avoir 10 000 masques, ce que nous demandait l'hôpital en Chine. Et puis on a fait tout un parcours pour les faire amener en Chine, alors qu'il n'y avait plus de moyen de les transporter. Avec DHL, ils ne disaient pas de problème, dans un mois ils arriveront en Chine. On a dit c'est très sympa, mais il faut aller beaucoup plus vite. Donc on a réussi à trouver tout un réseau de Chinois. J'étais très impressionné de tout ce qui s'est mis en place à travers la Suisse et le monde. Ici vous avez notre carton qui est très discret, plein de masques prêts à partir en Chine. On a nos cartons qui sont partis d'abord sur Charles de Gaulle
Après des longues négociations avec la Croix-Rouge suisse, ensuite la Croix-Rouge française a décidé de les bloquer à Paris. Donc on a dû continuer à négocier, on passait nos nuits et nos journées à négocier ça. Et puis là je vous montre ici les messages qu'on avait pendant la nuit avec des gens dont je ne saurais jamais qui c'est en fait, mais qui nous disaient voilà, nous on part avec l'avion mais sans les masques, donc ils sont bloqués à Paris. Et puis pour finir, on a réussi, ça c'est le vol de ma vie que j'ai le plus suivi. J'ai suivi toute la nuit l'avion avec nos masques à l'intérieur pour m'assurer qu'ils arrivent à Shanghai. Quand ils sont arrivés à Shanghai, on avait toute une équipe qui les réceptionnait. Quand mon collègue en Chine a demandé les masques, la représentante d'Air China a dit il n'y a pas de problème, mais c'est un avion entier. Donc on a dû trouver comment les faire partir. Puis pour finir, on a pu les remettre à l'hôpital à Nankin. Ça c'était vraiment pour nous. Ils ont pu partir au Wuhan et on a été remerciés par la Croix-Rouge chinoise par rapport à ce travail. On aurait pu recevoir 10 000 masques en retour, mais comme vous savez, la Suisse avait besoin de plusieurs millions de masques, donc 10 000 ça n'intéressait absolument plus personne. Puis juste un dernier point, comme je m'ennuyais pendant cette période de Covid, on a finalisé le livre de médecine intégrative et la traduction de la Mayo Clinique. Il n'y a rien sur le Covid parce que ce n'était pas encore prévu, mais on a aussi pu profiter de le publier. Voilà, c'était juste pour relancer un peu le sujet, mais cette question-là pour moi qui reste, on a une maladie non traitable et puis on ne tient pas compte de ce que d'autres pays ont comme expérience dans cette maladie-là. C'est ça que je veux vous présenter. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Chantal Bernard-Renella pour qu'elle nous donne son éclairage de professeur de médecine complémentaire au CHUV sur ces mois troublés de crise sanitaire et comment ça a été vécu et ce qu'on en a tiré, est-ce qu'on peut en tirer en particulier aujourd'hui pour l'avenir. Merci Pierre-Yves pour cet éclairage de Fribourg. Plein de piment. Alors c'est vrai qu'au CHUV, on est une grande institution, donc les choses ne bougent pas très vite. Et puis tout d'un coup, comme dans beaucoup d'autres institutions universitaires, on s'est retrouvé à avoir une vague qui nous est tombée dessus très très vite. Et la réaction, elle a été pour l'urgence. Donc on s'est occupé, je crois, très bien des patients qui étaient en situation critique. Et au mieux, pour tous les autres, on s'est adapté, on a fait plus que ça, quasi. En tout cas, l'hôpital a beaucoup restreint ses autres activités pour pouvoir faire survivre les patients qui arrivaient en situation critique. C'est des choix. Après, on peut toujours en reparler, dire comment est-ce qu'on va faire pour la prochaine vague. Je pense que c'était des choix qui étaient nécessaires. Par rapport à d'autres pays, on a eu une mortalité qui était bien moindre. Et puis, en tant que médecin de l'institution, on n'a pas vu les choses qu'on a vues dans d'autres pays où les médecins étaient épuisés dans les couloirs, quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'on a eu une gestion qui était très très favorable. Après les médecines complémentaires, on a pu offrir de l'hypnose aux soignants à l'intérieur du CHUV pour les aider à gérer avec le stress que ça représente, que ça a représenté. On a pu continuer nos activités d'hypnose aux soins intensifs pour les patients brûlés par exemple et les autres patients qui en avaient besoin. On s'est retenu de faire un certain nombre d'autres activités comme le massage parce que ce n'est pas une activité prioritaire et puis qu'on ne voulait pas devenir des vecteurs de Covid. Donc c'est vrai que notre travail d'expansion des médecines complémentaires à l'intérieur de l'hôpital a plutôt été ralenti par tout ça, mais ce n'était pas forcément la priorité non plus parce que les médecines complémentaires, effectivement, pour l'instant, on n'a pas de preuve que ça puisse prolonger la survie des gens. On a des intuitions que peut-être serait bien de combiner la médecine chinoise avec des médecines aiguës, mais ça reste difficile de savoir si c'est vraiment ça l'état des lieux. Donc dans le doute, on s'abstient, et puis dans le doute, pour des urgentistes, des intensivistes, leur demander d'adapter leurs pratiques. Enfin, il y a déjà eu tellement d'adaptations. Ce que moi je vois dans notre institution, c'est que d'impliquer quelque chose de nouveau, par exemple de faire l'acupuncture au bloc opératoire pour des nausées, vomissements, c'est un nouveau processus. Et un nouveau processus, ça demande que tout le monde soit d'accord. Alors c'est une centaine de personnes qu'il faut mettre d'accord, et puis ça demande qu'on crée cette nouvelle pratique. Et dans une institution avec la lourdeur comme on l'a ici, c'est pas quelque chose qui prend quelques jours, c'est quelque chose qui demande des mois avec de l'organisation, un consensus, etc. Donc on voit bien que le mouvement est lent, mais il est voulu, il est désiré par l'institution. On va pouvoir de plus en plus avoir ce genre d'offres dans le CHUV.
Mais ça demande du temps. Alors quand tout d'un coup tout le monde se retrouve à plus vraiment travailler dans son secteur, à devoir faire survivre des patients dans une situation extrêmement critique, c'est pas forcément le moment de dire « Ah, puis si on mettait encore des apps chinoises en plus ». Ça, du point de vue de la résistance, c'est compliqué. C'est juste inhérent. On doit faire quelque chose de complètement nouveau. On avait une cinquantaine de médecins anesthésistes qui se retrouvent à faire des soins intensifs. Eh ben, ils font au mieux, mais on ne va pas encore leur demander en plus de faire de l'acupuncture. C'est juste trop demandé. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que même en Chine, alors oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de patients qui ont eu des médecines complémentaires en plus des médecines aiguës, mais d'avoir de l'acupuncture dans certains hôpitaux où ils font des soins western de type occidental, il n'y avait pas. Et quand ils ont voulu l'intégrer, c'était aussi toute une histoire où il a fallu trouver les aiguilles, le droit d'y aller, faire des compromis, etc. Et il y a un acupuncteur assez célèbre en Chine qui a écrit un article sur ça, sur l'intégration de sa pratique, qui finalement n'était pas si facile que ça, tout en étant en Chine, dans un endroit où on comprend tout à fait l'acupuncture et les principes de l'acupuncture, mais dans un hôpital où ça ne faisait pas partie des pratiques habituelles. Et sortir des pratiques habituelles dans un grand hôpital, c'est compliqué, et d'autant plus dans une période où tout le monde est sorti de son comportement habituel et tout le monde essaye juste de faire au mieux. Donc c'est un peu ça mes grandes observations. On a essayé de tous faire au mieux. Et les médecines complémentaires ont, dans certains secteurs, pu être utilisées, dans d'autres pas. Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément la priorité. Merci beaucoup. Je vais peut-être demander à Myriam, du point de vue infirmier, de nous donner un compte-rendu de son expérience. Myriam Urfer, je le rappelle, enseignante honoraire en soins infirmiers. Alors je suis une jeune retraitée des soins infirmiers et de l'enseignement dans les soins infirmiers, puisque actuellement j'occupe plutôt mon temps dans l'enseignement de la réflexothérapie et dans une pratique en cabinet. Donc c'est plus de ce point-là que je vais avoir une légitimité à m'exprimer. La seule chose que je peux dire par rapport aux soins infirmiers et aux étudiants, soins infirmiers de ESAV, qui est l'école juste derrière, dans laquelle j'ai travaillé pendant 23 ans, c'est qu'ils ont été grandement sollicités, qu'ils ont fait partie des équipes de renfort dans plusieurs domaines et que nos jeunes, avec l'état de préparation qui était le leur, ont fait face à quelque chose d'assez exceptionnel qui va les marquer pour toute leur carrière, sans aucun doute. Ils l'ont fait avec, je crois, beaucoup de courage, aussi beaucoup d'enthousiasme. Et certainement, ils auront appris des choses un tout petit peu différentes de ce que nous avons pu enseigner dans les années précédentes, puisque là, ils ont dû vivre quelque chose qui était extrêmement fort, où ils ont appris sur le tas toute une série de choses, pas forcément en lien direct avec le Covid, mais aussi à aller renforcer des équipes qui étaient un peu dépeuplées, parce que certains ont été transférés. Voilà, je pense qu'ils ont appris énormément sur l'accompagnement des personnes, y compris en fin de vie, y compris dans les EMS. Et de ce point de vue-là, je pense que de mon œil de formatrice, je peux dire que ça a été extrêmement formateur. Voilà. Après, pour ce qui est de ma pratique en cabinet, comme toutes les thérapeutes en cabinet, j'ai dû fermer mon cabinet pendant plus de 2 mois, avec un arrêt complet des consultations, puisque nous ne pouvons pas prétendre avoir des consultations de type urgente. Quand les cabinets se sont réouverts, nous avons eu des mesures de protection exceptionnelles à mettre en place, avec une surcharge de travail assez importante liée à la protection. Et je dirais que l'essentiel de mon activité, elle se porte soit sur la réflexothérapie, soit sur la biorésonance. Mais dans les 2 cas, je me suis centrée essentiellement sur l'accompagnement des personnes pour travailler sur l'équilibre d'un terrain, pour stimuler et soutenir des défenses immunitaires, pour faire face à n'importe quoi qui pouvait se présenter, Covid ou autre pathologie. Et il y a eu, je dirais, énormément de temps consacré à l'écoute, à rassurer les gens, à les aider aussi à avoir une information qui soit la plus pertinente possible. Et ça a été, je pense, quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'on était abreuvé d'une telle quantité d'informations qu'il est difficile de trier. Et même avec des connaissances professionnelles, certains jours, j'étais bien démunie, moi aussi, pour savoir
qui croire, quoi croire, quel crédit apporter, y compris aux études scientifiques. Et je trouve qu'on a aussi beaucoup développé un regard critique à bon escient. Et ça, c'était aussi un des gros apprentissages de cette période. Et puis pour ma dernière casquette, qui était l'enseignement de la réflexothérapie, alors forcément, là aussi, ça a beaucoup bousculé nos activités, notre quotidien, puisqu'on ne pouvait plus donner les cours de la même manière. Je viens de terminer hier une session de cours intensifs avec des professionnels de la santé qui se forment en réflexothérapie en post-gradué. Et ce que je remarque, c'est qu'ils ont tous un intérêt extrêmement large sur pas seulement la Covid, mais aussi le terrain. Comment on aide les personnes à soigner leur terrain, à être dans le meilleur état de forme possible pour faire face à n'importe quelle infection, que ce soit celle au SARS-CoV-2 ou que ce soit la grippe qui va arriver ou que ce soit un bête rhume, voire une maladie plus grave. Voilà. Merci Myriam. Je passe maintenant la parole à Lydia Bossomp pour qu'elle nous fasse part également de son point de vue. Oui, donc c'est vrai que j'ai joint Myriam, c'était un grand apprentissage, je crois, pour nous tous. Beaucoup d'observations. En ce qui me concerne, quand ça a commencé, en fait, j'étais à Bali. En principe, j'étais censée de partir en Chine pour donner des cours. Alors, vu la circonstance, je ne suis pas partie en Chine. Donc, les cours se sont faits en ligne. Et là, je veux revenir sur ce que Pierre-Yves Redondy a dit tout à l'heure par rapport à la Chine et les plantes chinoises, etc. Ce qu'on a pu voir pendant cette période, c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas mon activité, ça veut dire que j'ai un background de l'Ayurveda, la médecine indienne, et d'aromathérapie. Je suis surtout connue pour ça dans le marché. Et ce qu'on a pu observer, c'est par exemple à Taïwan, il y avait toute une équipe de nos participants de cours étudiants, notamment 2 médecins qui ont en fait intervenu à la télévision taïwanaise chaque semaine en conseillant au public quelle huile essentielle utiliser pour protéger leur système immunitaire, pour combattre certains symptômes aussi, etc. Et d'autres, il y avait des médecins de médecine chinoise qui combinaient justement aussi bien les plantes chinoises avec les huiles essentielles, avec autres remèdes de plantes, avec de la micronutrition, etc., etc. Ce qui veut dire, en Taïwan, on parle souvent de ce pays comme un exemple même qui a géré ce Covid de manière exemplaire. Ils ont eu, je crois, 3 morts à ce jour, ce qui est vraiment peu. C'est quand même un pays à peu près la taille de la Suisse. Ouais, donc ils sont quand même à 3 morts, c'est pas beaucoup, hein, je veux dire, il faut dire les choses. Et encore cette semaine, j'ai parlé avec nos partenaires à Taïwan, et apparemment, les choses se passent paisiblement, ça veut dire qu'il n'y a pas de psychose, il n'y a pas de peur, ça veut dire c'est comme si tout est rentré dans la normale, mais ils continuent à la télévision avec des informations de comment faire pour se protéger, etc. C'est vrai aussi, cette partie du monde, on enseigne depuis plusieurs années, donc ça veut dire dès que tu as un rhume, tu mets le masque, tu le fais automatiquement. Donc je pense que certaines mesures n'étaient pas non plus étaient faciles à adopter. Ça veut dire, parce que le monsieur tout le monde a l'habitude, ça veut dire dès que je me sens pas bien, je mets un masque. Donc depuis le SARS, c'est une habitude qu'ils ont adoptée, qu'ils ont pris. Mais surtout, ce qu'on dit peu, en fait, dans les médias, parce que ça veut dire, c'est quand même... il y a une grande information qui a été faite via les médias pour dire à la population quoi manger, de la nutrition aux plantes, aux huiles essentielles, à la médecine chinoise, etc. Beaucoup d'informations ont été, en fait, véhiculées. Et je pense... je veux dire, c'est vrai, c'est peut-être pas des preuves scientifiques, mais c'est des statistiques. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ce qui concerne autrement, c'est vrai que nous sommes restés en contact avec beaucoup de pays à travers le monde parce qu'on enseigne depuis un certain nombre d'années dans différents endroits du monde. Et de nouveau, ce n'est pas des preuves scientifiques, mais on a vu quand même, on sait les huiles essentielles, elles ont un effet antiviral. Et jusqu'où ça a contribué à protéger chacun
je ne peux pas le dire avec une certitude, mais ce que je sais, c'est ça a été beaucoup distribué au niveau aussi du personnel soignant dans les hôpitaux, les ambulanciers, les médecins aussi, et ça veut dire, c'est vrai qu'il n'y a pas une certitude, mais en tout cas, toutes les personnes que nous sommes en contact, ça veut dire, je ne peux pas enregistrer, je n'ai pas pu enregistrer un cas qui a eu un Covid, en fait. Et d'autre part, et ça c'est peut-être quelque chose que je ne peux pas crier vraiment sur les toits, mais on a eu carrément des miracles qu'on a vécu en fait, des fois avec justement, notamment une patiente à Londres qui était aux soins palliatifs, mourante, et puis c'est vrai que la combinaison de plantes chinoises avec des huiles essentielles, c'est que 3 jours plus tard, elle a réclamé à manger, et une semaine après, elle sortait des soins palliatifs, et puis elle va bien. Et pourtant, c'était vraiment un cas critique, c'était quelqu'un, une ex-patiente, cancer de poumon, il lui restait qu'un poumon, 75 ans, donc ça veut dire, ça aurait vraiment pu... en fait, elle était vraiment en fin de vie, c'était le diagnostic qui a été fait, et... Alors, de nouveau, on ne peut pas parler d'une preuve scientifique, mais c'est une expérience. C'est juste ça ou pas, peu importe. Mais, et on a vécu ce genre de cas plusieurs fois, c'est-à-dire ce n'était pas un cas unique. Encore la semaine passée, un monsieur, presque 80 ans, dans un EMS dans la région d'Yverdon. Et là, il était aussi aux soins palliatifs, et de nouveau, il n'est plus aux soins palliatifs, mais en convalescence. Donc, personnellement, c'est vrai que on a vécu, en fait, c'est vrai, c'est critique, c'était difficile. On n'a pas vécu que l'histoire de Covid ou pas, on a aussi dû faire face à beaucoup de frustration, de peur, de troubles du sommeil, des angoisses, des peurs, ça veut dire du stress quand même, hein, beaucoup lié à ça aussi. Hein. Et dans l'absolu, c'est vrai qu'on a, avec les différents partenaires qu'on a, il me semble qu'on a quand même, en combinant beaucoup d'approches dans les médecines alternatives, y inclut la collaboration avec certains médecins allopathiques, ça nous a permis quand même de traverser cette période avec plus de sérénité, mais aussi en protégeant notre santé. Ça veut dire l'histoire, de nouveau, j'ai pas des preuves scientifiques, mais j'ai des statistiques. Voilà, c'est ça. Et c'est tout ce que je peux dire avec ça. Ça veut dire l'histoire, c'est que je crois que on parle beaucoup de masques et de se laver les mains, mais on a peut-être, à mon goût, pas assez parlé du système immunitaire et comment faire pour le protéger, et aussi les solutions qu'il y a dans les plantes, parce que dans les plantes, vous avez quand même beaucoup plus d'immunomodulateurs et immunostimulateurs qu'on a en allopathie, ça veut dire tout simplement. Notamment dans les huiles essentielles, on connaît beaucoup de molécules qui sont à un côté très antiviral. Et ça, c'est juste quelque chose à prendre en considération, je crois. Voilà. Merci. On se tourne maintenant du côté de l'homéopathie, et je crois que Isabelle va intervenir d'abord. Isabelle Montfort, docteur. Ok, donc moi je vais parler de ce qui a été fait en homéopathie, donc un peu dans la même idée donc, de ce qu'a pu faire Pierre Dondi, dans le sens où en fait, l'homéopathie ou les homméopathes, donc on est homéopathes unicistes tous les deux, donc c'est vraiment une homéopathie avec un seul remède. Donc, il y a beaucoup d'homéopathes sur les différents continents, et dès que donc on a l'épidémie ou la pandémie a commencé, tous les homéopathes de différents pays se sont mis en lien. Donc par des blogs, via les écoles, via des Zooms, via des conférences. Alors je ne sais pas si vous savez, mais l'homéopathie est extrêmement bien développée en Inde. Donc là, en Inde, l'homéopathie est, on va dire, entre guillemets, je vais dire à part égale, peut-être un peu moins, mais que l'allopathie, c'est-à-dire que les étudiants, quand ils font leurs études de médecine,
à partir de la 2e année, ils vont choisir, soit ils font que de la médecine pure, soit ils font médecine et conventionnelle et homéopathie, ou soit médecine conventionnelle et ayurveda. Et ensuite, ils vont faire leur stage dans les différentes structures. Donc, il y aura des cliniques d'homéopathie où ils feront leur stage et des cliniques de médecine conventionnelle. Donc, tout ça pour dire qu'en Inde, il y a de très, très, très bons homéopathes et ils se servent de l'homéopathie de manière vraiment, je vais dire presque décomplexée. Bref. Donc, ce qui s'est passé, c'est donc quand il y a eu les premiers cas en Chine et ensuite en Italie, donc tous les homéopathes se sont penchés donc, sur les premiers cas qu'ils voyaient pour répertorier les différents symptômes, parce qu'en fait, en homéopathie, on va prendre donc les symptômes de la maladie, donc, comme en médecine conventionnelle, mais on va aussi prendre des symptômes qu'on dit des symptômes homéopathiques, donc beaucoup plus subjectifs. Et notamment, pour revenir sur cette perte de goût et cette perte d'odorat, les homéopathes l'avaient déjà dit bien avant donc, la médecine conventionnelle, parce que ça faisait partie d'un symptôme très caractéristique pour les homéopathes. Donc en fait, sur les premiers cas qu'ils ont vus, donc ils ont commencé à répertorier ces symptômes et à donner des remèdes et à essayer des remèdes, donc que ce soit en Chine et en Italie. Alors c'est vrai qu'ils ont fait appel aussi, donc que ce soit en Chine et en Italie, aux Indiens pour les aider. Et le but, c'était de trouver ce qu'on appelle le génie épidémique de la maladie, c'est-à-dire que, donc du Covid, donc c'est-à-dire que ce qu'on aurait voulu faire, c'était de trouver un remède unique, en fait, qui aurait permis soit de faire de la prophylaxie, ou au mieux, enfin en tout cas, surtout de guérir ou d'améliorer les symptômes. Donc il y a des premiers remèdes qui sont sortis, donc les 2 premiers, c'était arsenic et camphora. Et donc l'information a été diffusée un petit peu partout et c'est vrai que nous, on a commencé, dès que la pandémie a commencé, on a commencé à donner ces 2 remèdes en fonction des profils des patients en prophylaxie pour commencer. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les premiers cas, donc nous on a vu nos premiers cas ici en Suisse, en France, en Belgique, donc on a continué à communiquer, donc nous on faisait les consultations, on a gardé, je vais dire, nos cabinets virtuels ouverts, parce qu'on faisait les consultations par vidéoconférence. Moi personnellement, je faisais beaucoup de consultations avec un de mes collègues indiens. Donc les gens nous appelaient, alors nos propres patients étaient sous prophylaxie, moi j'ai très peu de patients qui ont été touchés par la maladie, mais par contre les familles des patients, les familles des étudiants, et puis surtout tout au début de la pandémie avec le docteur Gaïquad, on a fait une vidéo donc, qu'on a diffusée un petit peu donc sur les médias, qu'on a été obligé de retirer très rapidement. Au bout de 48 heures, on nous a demandé de la retirer. Et donc, du coup, il y a beaucoup de patients qui l'ont vue, enfin des patients ou des gens que je ne connaissais pas, et qui du coup nous ont appelés pour qu'on puisse les prendre en charge. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus le virus progressait, plus on s'est rendu compte que en fait, les symptômes qu'on relevait, donc que ce soit en Belgique, que ce soit au Brésil, que ce soit, n'étaient pas les mêmes symptômes. Alors les symptômes de base étaient les mêmes, mais les symptômes homéopathiques étaient différents. Donc du coup, les remèdes qu'on allait proposer étaient différents. Et donc on s'est dit, en fait, finalement, on ne va pas trouver de génie, un remède qui va couvrir un génie épidémique du remède, en fait, mais on va avoir des génies épidémiques. Donc en fonction des régions, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas les mêmes remèdes. Donc, c'est-à-dire qu'en Italie, on allait avoir... donc en Europe, globalement, c'était les mêmes remèdes. Hein. On a tourné sur 5-6 remèdes, essentiellement. Enfin, on tourne sur 5-6 remèdes, on va même dire ça comme ça. Au Brésil, ça va être d'autres remèdes. En Iran, ça va être d'autres remèdes, etc. Et c'était très très intéressant, ça a été hyper productif. Alors c'est vrai que récemment je discutais avec un ami qui me dit mais c'est incroyable parce que tout ce que vous faites et tout ce que vous avez, toutes les communications que vous avez eues, personne n'est au courant. J'ai dit oui parce qu'en fait c'est très difficile pour nous en fait de communiquer sur l'homéopathie. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est... donc, il y avait cette prophylaxie. Alors, je reviens sur la prophylaxie, juste pour vous donner des chiffres, parce que c'est très intéressant. Par exemple, au Kerala, il y a 10 millions de personnes, donc c'était en juin, c'est des chiffres qui s'arrêtent en juin, 10 millions de personnes qui ont eu Arsenicum album en prophylaxie, par exemple. Alors, ce qui serait intéressant de savoir combien ont été malades. Enfin, en Inde, de toute façon, vu la taille de la population, je ne suis pas sûre que...
ce soit représentatif, les 10 millions. À Pune, par exemple, 25 000 employés et leurs familles ont reçu donc Canfora. À Pune toujours, on a donné aussi aux policiers un Canfora, 9000 policiers ont reçu Canfora, et il y en a donc des policiers donc vraiment en contact avec la population, il y en a 5 qui ont été malades, 12 qui ont été malades, et tous étaient bénins en fait, finalement. Donc voilà, ce sont uniquement des chiffres, mais c'est vraiment intéressant. Donc au niveau curatif, c'est pareil. On a des chiffres aussi donc sur les différents, parce qu'en homéopathie, il y a des, c'est comme en allopathie, c'est-à-dire qu'il y a des chefs de file, on va dire ça comme ça. Donc il y a des docteurs, des professeurs qui vont parler et qui vont donner un peu des recommandations pour le reste du monde, enfin pour le reste des homéopathes. Et donc voilà, donc je vais citer Sankaran en Inde, Jérémy Cher en Tanzanie, Erskou en Roumanie, Murphy et Sen aux USA, et je vous cite ces noms-là parce que tout ça pour vous dire que c'était vraiment une communication qui était quotidienne. On recevait des mails ou on faisait des zooms quotidiennement pour voir l'avancée de ce qu'on donnait comme traitement, des résultats qu'on avait. Alors il y a au niveau, maintenant, pour être un peu plus scientifique, il y a malheureusement au jour d'aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie à Hong Kong, donc une étude vraiment scientifique qui a été publiée. Alors c'est pas représentatif, pareil, parce que c'est un petit groupe, mais c'est extrêmement intéressant. Je pourrais vous la faire passer si vous voulez, parce qu'elle est extrêmement intéressante, cette étude, qui montre, alors il y a différents groupes, il y a 5 ou 6 groupes différents, et ça montre que les personnes qui sont contaminées dans le même groupe nécessitent le même remède. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est hyper intéressant au niveau prophylaxie en fait. C'est-à-dire que si le cluster, je dis n'importe quoi, pourrait avoir un remède comme Brionia par exemple, qui est un des remèdes qui est beaucoup sorti dans ce Covid pour nous, et ben on pourrait potentiellement faire de la prophylaxie avec Brionia pour tous les gens qui ont été en contact avec cette personne. Donc évidemment, là c'est des suppositions que je fais parce qu'il faudrait pour ça mettre en place des études ou quelque chose comme ça qui nous permettrait de voir si ça peut être validé ou pas. Voilà. Et puis là, je sais qu'il y a une autre étude en Inde qui va être beaucoup plus large en fait, donc qui a commencé. On n'a pas encore les résultats et donc on attend avec impatience ces résultats pour voir ce que ça va donner. Surtout que, alors, contrairement à nous on a traité des cas moyens, on va dire, mais mild cas, donc des cas bénins, donc juste des fièvres à 40, des toux ou des cas un peu plus sévères avec des pneumopathies mais qui sont restés à la maison, parce qu'à partir du moment où les patients étaient hospitalisés, comme l'a dit notre collègue, on n'avait plus accès aux patients. Donc c'est-à-dire que c'est vrai que là, personnellement, je me souviens d'un patient, une pharmacienne qui m'a appelé pour son papa en me disant que voilà, qu'il était vraiment pas bien du tout, qu'il allait être hospitalisé, est-ce qu'on pouvait lui faire une consultation, ce qu'on a fait. Mais le problème, c'est qu'elle n'a jamais pu donner le traitement parce qu'à partir du moment où le patient était hospitalisé, c'était fini, il ne pouvait plus avoir, on n'avait pas accès, la famille, évidemment, n'avait pas, ce qu'on comprend, évidemment, n'avait pas accès aux patients. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. Alors peut-être que Bruno peut enchaîner, le docteur Bruno Ferronnier, lui aussi homéopathe. Oui, je suis le deuxième jeune retraité de la table ici. Depuis quelques mois, je n'ai plus de cabinet, donc dans la période de Covid, ce que je vous dis, c'est peu mon expérience personnelle. J'ai soigné quelques patients, mais ce dont je parle, c'est surtout le résultat de mes discussions avec les confrères et des colloques hebdomadaires à plusieurs niveaux, au niveau suisse, au niveau international, sur le sujet, sur les résultats de traitement, sur les possibilités de traitement. Isabelle Montfort en a mentionné déjà une partie de cela. Ce qui en résulte, c'est que dans les cabinets des médecins homéopathes en Suisse, il y a relativement peu de patients Covid. Il y a beaucoup de patients qui ont consulté par téléphone. Bon, ça, c'est classique pour tous les cabinets. Ce n'est pas spécifique au cabinet de médecine homéopathique. Mais beaucoup de consultations par téléphone avec des résultats apparemment favorables.
les patients qui ont été consultés, qui ont consulté au cabinet et qui ont été traités, dépistés, traités, etc., pour ces patients-là, le résultat, c'est qu'il y a très peu de patients qui sont allés à l'hôpital. Il y a encore moins qui sont allés aux soins intensifs. Donc, on se demande pourquoi. On se demande ce qui se passe, si c'est des personnes qui étaient par hasard moins exposées au virus ou à une forme moins agressive du virus, ou bien si c'est cette notion de traitement de terrain qui est propre à toutes les médecines complémentaires, qui en homéopathie est particulièrement efficace. Dans les colloques, on cite des cas de patients qui ont 80 ans passés, 90 ans, une patiente de 94 ans avec des symptômes cliniques graves qui s'en sortent, qui ont refusé les traitements, qui ont refusé l'hospitalisation et qui s'en sortent avec des traitements homéopathiques seuls ou avec un petit appoint de traitement en médecine conventionnelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un traitement homéopathique? Eh bien, comme dans toutes les médecines complémentaires, on soigne le terrain, on renforce le terrain. Et on sait bien que dans une maladie infectieuse, puisqu'on parle de ça maintenant, il faut tenir compte de l'agressivité du virus, en l'occurrence, et puis de la capacité du terrain de l'organisme pour se défendre contre cette agression. Et quand on fait un traitement homéopathique, on soigne le terrain, on renforce le potentiel d'auto-guérison du patient. Apparemment, les résultats sont assez encourageants. Dans le traitement du Covid, ce qu'on a le plus facilement utilisé en prophylaxie, c'était ce que nous appelons le remède de terrain. Le remède de terrain, c'est un remède qu'on appelle aussi constitutionnel et qu'on peut utiliser, qu'on peut prescrire dans nombre de situations de stress de la vie, que ça soit une infection, que ça soit une surcharge, que ça soit une surcharge X, un stress psychique, un stress physique, etc. Le remède de terrain, si on a la chance de le connaître, on ne le connaît pas pour tous les patients, et puis on ne peut pas le connaître en phase aiguë quand quelqu'un consulte pour la première fois, évidemment, parce qu'il faut un petit peu de temps pour approcher cette régulation de l'ensemble. Il permet d'éviter des infections. Souvent, il permet d'éviter de tomber malade dans une période d'agression, en l'occurrence par le virus. Après, si les symptômes se déclarent, on prescrit des remèdes qui correspondent à la phase aiguë, qui correspondent aux symptômes que le patient a. Et puis, ce que fait le médecin homéopathe par ailleurs, quand il y a besoin, il a aussi recours aux médicaments allopathiques et puis à toute la panoplie de traitements dont on dispose particulièrement dans les hôpitaux, etc. Donc, voilà la situation. Merci. Maintenant, je donne l'occasion aux intervenants de la table de se poser mutuellement des questions si telle ou telle des interventions de l'une ou l'autre suscite une interrogation ici, avant de passer aux questions. En tout cas, moi, j'aurais un certain nombre de questions qui me viennent et que je prends la liberté de poser. Tout d'abord, en revenant à l'intervention de Pierre-Yves Redondy, j'ai été frappé par une petite remarque incidente qui avait trait à la qualité des revues en matière de médecine chinoise. Je crois que la question est plus générale. On s'est pas mal posé de questions sur la qualité des revues, puisque l'une d'elles, aussi réputée que Lancet, c'est signalé par un article qui a dû être rétracté et qui avait pour but, apparemment inspiré par le mandarinat médical français, de démolir le brave docteur Raoult, dont
sur lequel je porte un jugement ni négatif ni positif, je n'ai pas la qualité, mais enfin, c'était comme assez intéressant de voir que ça se produisait. Alors, je serais intéressé de savoir ce que les personnes à la table peuvent penser de la qualité et de la fiabilité de ces revues. Alors, on n'a pas, sur une autre revue très connue comme le New England Journal of Medicine, on n'a pas eu apparemment d'aussi graves réserves, mais quand on parle des revues de médecine chinoise, est-ce qu'on doit avoir autant d'inquiétudes qu'on peut en avoir désormais pour Lancet, sans aller d'ailleurs aussi loin qu'un certain Mathieu Rebaud qui a montré qu'on pouvait faire passer à peu près n'importe quelle ânerie dans certaines revues. Alors là, c'était une revue du Sud-Est asiatique, mais justement, quand on parle de médecine chinoise et de revues chinoises, on n'est pas très loin. Alors, merci pour ta question. Je pense d'abord une première chose, souvent les Chinois ne savent pas très bien à quoi sert la recherche sur la médecine chinoise, parce qu'ils disent de toute façon ça marche, de leur point de vue, c'est souvent ça qu'on discute avec eux. Maintenant après, quand on va plus loin, ils ont compris les enjeux. Moi j'ai reçu cette semaine les études qui sont de très bonne qualité, mais qui sont que en chinois, donc il faut encore que je fasse un petit peu de travail pour les comprendre. Donc il y a beaucoup de publications qui ont été faites en chinois, parce que beaucoup de Chinois ne parlent pas forcément l'anglais, la langue de leur pays préféré, les Américains. Donc ils n'ont pas forcément besoin de publier dans ces revues-là. Maintenant, pour nous, évidemment, ce serait extrêmement important d'avoir des recherches de bonne qualité qui permettent d'avoir accès à ces données et puis qui permettent justement au fond, heureusement, je pense que de pouvoir avoir des revues qui sont publiées dans des documents en anglais permettrait d'un développement et une utilisation à plus large échelle. Maintenant, j'avais discuté avec certains collègues chinois, ils me disaient dans la recherche, des fois en Chine, s'ils ont un chiffre qui n'est pas harmonieux par rapport aux autres, ils l'harmonisent au fond. Donc ils adaptent un peu les statistiques parce que ça ne fait pas joli, d'un point de vue du yin et du yang, c'est pas très très joli. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire. Nous, on a ce partenariat maintenant avec l'université à Nankin, on essaie de voir ce qu'on peut développer ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait amener ici en Suisse dans les thérapies qui ont bien marché, mais c'est un immense travail et puis ça nécessite des fonds immenses. Donc si quelqu'un a 10 millions, moi je prends volontiers. Faire de la recherche de bonne qualité, ça nécessite énormément d'argent qui n'est pas toujours considéré comme étant quelque chose d'important notamment pour les Chinois. Merci. D'autres interventions à la table sur ce sujet ou sur d'autres? Non, alors je me permets de poser une seconde question. Isabelle Montfort nous a dit qu'on lui avait demandé, ou on avait demandé à certains homéopathes de retirer une vidéo. Qui est on? C'est le laboratoire Boiron, parce qu'en fait on citait donc en prophylaxie, on avait donné le nom d'un remède homéopathique qui est en fait l'oscillococcinum, qui est en fait un nom déposé pour Boiron, voilà, au lieu de citer la souche. Merci. Et puis, plus une remarque qu'une question, j'ai aussi été frappé par l'observation, aussi d'Isabelle Montfort, dans laquelle, à un moment donné, il n'y avait plus d'accès pour les praticiens en cabinet à leurs médecins hospitalisés. J'ai le sentiment, je ne sais pas si je me trompe, que c'est un problème assez général. Lorsque une personne est à l'hôpital, le risque est celui-là, c'est d'être coupé de son médecin généraliste, par exemple, ou de toute autre personne qui l'a suivi en cabinet jusque-là. Et avec la problématique qu'à l'hôpital, et par exemple en médecine interne, mais ça peut arriver dans d'autres services, les gens tournent et des fois ils n'ont pas vraiment d'interlocuteur. Ça, je l'ai vérifié personnellement dans différentes situations et ça pose, à mon avis, j'ai un avis tout à fait personnel, ça pose un problème sur lequel l'hôpital et bien sûr aussi les praticiens en cabinet devraient se pencher, c'est celui du maintien de la relation et même du renforcement de la relation interactive permanente, à la mesure du possible, parce que ça prend du temps évidemment,
par téléphone ou autrement, de la manière la plus souple possible, mais entre le praticien qui a suivi, qui va resuivre le patient après une période d'hospitalisation, en principe, et le médecin hospitalier. Je me permets cette remarque. Mais Chantal Bernard-Renella souhaite intervenir, alors je lui passe la parole. Donc oui, j'ai bien entendu ce commentaire. Donc je pense qu'il y a deux choses à faire séparément. Il y a un trend général. Moi, je vois depuis le début de ma pratique en médecine ou au début de mes années en médecine interne, il y avait les médecins de famille qui venaient, puis limite on buvait un café ensemble pour parler du patient. En tout cas, ils venaient rendre visite aux patients à l'hôpital. Et sur les 20 ans de ma pratique, je ne le vois plus. Alors je pense qu'il y a des problèmes assez sécurologiques derrière ça, c'est-à-dire que les médecins praticiens ont de moins en moins de remboursement pour du temps passé avec le patient et à faire des communications, etc. Donc ce genre de visite ne se passe quasi plus. Et même pour moi, médecin hospitalier, de parler avec le médecin traitant de certains de mes patients, ça demande 4 appels, c'est extrêmement difficile de les atteindre. Et je ne manque pas de bonne volonté, mais à un certain point, c'est vrai qu'il y a un épuisement de la bonne volonté. Donc il y a ce problème de communication, je crois qu'il y a un problème de fond qui n'est vraiment pas soutenu par la situation asécurologique. Et la volonté, je crois, il y a des deux côtés, de créer ce lien, de le maintenir autour du patient pour son bien, dans la continuité des soins. Ça, je crois qu'on y est. Du point de vue de l'homéopathie et de maintenir aussi des traitements homéopathiques à l'hôpital, jusqu'à ce qu'il y ait leucémique, il y avait des grandes craintes parce que les médecins finalement en médecine interne ou aux soins intensifs ne connaissent pas ces traitements et ils ont peur d'interaction, ils ont des craintes, ils ont la responsabilité de la sécurité du patient, donc il y avait quelque part une levée de bouclier par protection du patient. Maintenant, on a eu des belles discussions avec eux, il y a une volonté que si le patient veut continuer à prendre un traitement, que moi ou mon équipe sont conviés, et puis on s'assure que tout ça est fait dans la meilleure sécurité du monde pour le patient. Ça, c'est hors période Covid. En période Covid, les patients ne pouvaient même pas voir leur famille. Donc, de vouloir en plus encore qu'il y ait leur médecin traitant qui intervienne, je crois que ça devient très compliqué. On est dans une situation où il y a effectivement eu une rupture de la communication autour des patients qui arrivent à l'hôpital et qui étaient complètement isolés de l'extérieur. Et c'est une période très particulière. Je ne pense pas qu'on puisse en faire des généralités. Merci. C'est rassurant de se dire qu'en tout cas, pour ce qui est de l'homéo, une fois qu'on sera sorti du Covid, ce qui va bien finir par arriver quand même, on ne sait pas très bien quand, on a des solutions pour que cette continuité du traitement, j'aime bien l'expression, soit assurée. Peut-être encore un dernier point, on a traité ponctuellement de possibilités de traitement spécifiques pour le Covid-19 par les huiles essentielles, c'est ce que nous disait notamment Lydia Bosson, par l'homéo, oui. Plus, si j'ai bien compris le message, déjà au stade de la prévention, qui fait qu'on a un sentiment, c'est pas une étude, mais on a un sentiment qu'il y a peut-être moins de patients traités en homéo qui ont été gravement touchés par ce coronavirus. Et puis, il y a eu l'échinacée, il y a peut-être l'oligothérapie. Alors, je ne sais pas si à la table, quelqu'un a un avis synthétique pour nous dire ah ben ça oui, ça plutôt non, là on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un peut s'exprimer sur la base de son expérience? Encore une fois, il n'y a pas, je crois, d'études qui permettent de le dire. C'est l'occasion d'ailleurs de souligner que dans cette affaire, vous l'avez peut-être constaté toutes et tous, il y a eu un petit peu, à un moment donné, est-ce qu'il faut dire une dissension, ou en tout cas une grande différence de point de vue entre les praticiens de terrain et les épidémiologistes de laboratoire, pourrait-on dire, les seconds étant très exigeants sur la rigueur des études, et les autres disant, pour reprendre une formule de M. Macron sur la guerre, à la guerre comme à la guerre, il faut bien que j'essaye quelque chose pour soigner mes patients, je suis sûr de rien, mais n'étant sûr de rien, je ne peux pas rester les bras ballants. Alors,
Comment est-ce que vous voyez ça, vous qui avez été, je crois presque tous, confrontés à des situations où on se dit est-ce que j'essaye ça là, est-ce que j'essaye pas ça, qu'est-ce que vous tirez comme leçon provisoire après quelques mois? Lydia? Alors, les médias parlaient du run sur les papiers toilettes dans les supermarchés. Nous, en tant que fournisseur d'huile essentielle, on a eu un grand run sur 2 huiles essentielles surtout, c'était le tea tree et le Ravinsara. Ce qui veut dire vraiment, on n'était pas les seuls fournisseurs de ces 2 huiles essentielles, ça veut dire qu'il y a eu carrément presque une pénurie au moment donné, ça veut dire, parce qu'il y a eu un grand run. Mais il faut dire, c'est un peu aussi ça qu'on a essayé de mettre en place tout de suite, parce qu'en fait, ce n'est pas les 2 seules huiles essentielles qui sont très antivirales. Et je rejoins un peu ce que nos collègues homéopathes disaient. C'est aussi, on peut utiliser les huiles essentielles de manière très phytoallopathique. Ils sont antivirales, c'est scientifique. Par contre, c'est vrai qu'on a vu quand même très clairement, en personnalisant en fait le traitement, et ça c'était vraiment en collaboration avec les thérapeutes, avec les médecins, avec les pharmaciens avec lesquels on collabore, en personnalisant plus le traitement, on a eu beaucoup plus de résultats. Ça veut dire justement des fois carrément des miracles, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire l'histoire, souvent aussi la combinaison plantes chinoises avec les huiles essentielles, mais également style par exemple le zinc, tout simplement. On a beaucoup parlé aussi quand même dans les médias parallèles, on peut le dire. Et la vitamine C, des choses tout classiques, et peut-être aussi les oligo-éléments, des formules classiques. Donc c'était souvent en fait ce qu'on a pu constater, ça veut dire même des personnes qui... on a aussi fait l'expérience que très peu des patients de thérapeutes avec lesquels on collabore sont tombés malades, même si c'était des personnes exposées fortement justement dans le personnel soignant, etc. À ma connaissance, quasiment pas. Mais eux, quand ils ont eu des patients, etc., ils ont pu nous confirmer vraiment en combinant plusieurs approches. Donc souvent, les huiles essentielles, les hydrolats, des plantes, différentes plantes, comme les quinacées par exemple, mais aussi d'autres plantes comme le ginseng, des fois, tout simplement, ou le gingembre, des choses qu'on s'y attend pas forcément, ou le curcuma. Donc, combinaison de plusieurs approches ont fait que même s'il y avait un problème, justement, par exemple, ils retrouvaient plus vite le sens olfactif, par exemple. Il y avait aussi... ils retrouvaient plus vite les forces parce que aussi, l'autre chose, une autre expérience qu'on a fait, ça veut dire des personnes qui ont été hospitalisées, qui ont été malades, récupérer plus vite aussi, parce que souvent, ce qu'on peut parler maintenant, ça veut dire c'est aussi les conséquences en fait après l'hospitalisation, cette faiblesse en fait de la vitalité. Ça veut dire souvent les gens ont très très peu de force, et on a pu voir avec certains remèdes, ça veut dire ils récupéraient beaucoup plus rapidement, et ça les thérapeutes et les médecins avec lesquels on collabore nous l'ont confirmé quand même à plusieurs reprises. Ça veut dire dès que ils donnaient des compléments alimentaires, ils donnaient en fait les huiles essentielles, les hydrolats, les gens récupéraient plus vite. Oui, oui, bien sûr. C'est des témoignages vraiment intéressants. J'aurais juste une précision à ajouter, ensuite une question à vous poser. La précision que j'aimerais ajouter, c'est, vous dites qu'il y a des effets antiviraux prouvés. J'aimerais juste préciser que c'est au niveau in vitro. Donc c'est dans une boîte de pétri, on y met des virus, on y met de l'huile essentielle et ça tue les virus. C'est pas dans des patients que ça a été prouvé pour l'instant. Alors, pas précisément au niveau du Covid, mais ça veut dire l'effet antiviraux, ça veut dire sur le terrain. C'est quand même, si vous prenez les pionniers dans l'aromathérapie comme Pierre Francombe à l'époque, par exemple, qui lui a beaucoup recherché là-dedans, c'était pas que in vitro. Il y a aussi au niveau de aromatogrammes, par exemple, pour reprendre un autre exemple, ça veut dire sur des patients qui avaient une maladie ou une infection,
qu'on identifie le germe ou le virus et qu'après on les a traités avec, les résultats étaient là en fait. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas d'études prouvées, par Du exemple, avec Covid, des gens... précisément, non. Ok, juste Là, pour ce que je disais, c'est préciser ça. Voilà. Là où Ouais. il y a des données probantes, intéressantes, Ouais. avec c'est des animaux en fait. Ouais. C'est des traitements de poulets, où si on leur donne des huiles essentielles, ils ont moins besoin d'antibiotiques. Enfin voilà, ça c'est là où on en est, juste pour préciser. Et donc les huiles essentielles, on est bien d'accord que c'est appliqué externe, c'est par inhalation, c'est pas interne. Non, pas uniquement. Ça a été aussi pris par voie interne, ça a aussi été pris par voie cutanée et des fois en combinant avec des connaissances comme la médecine chinoise sur des méridiens précisément. Ça veut dire typiquement un des exemples qu'on a beaucoup fait, ça veut dire c'est frictionner l'intérieur des bras parce que c'est le méridien du poumon et ça travaille directement au niveau respiratoire. Maintenant, de nouveau, ce que j'ai dit tout à l'heure, même s'il n'y a pas les preuves scientifiques, on a des statistiques en fait à quelque part. D'accord, C'est mais- aussi l'expérience. Et d'autre part, après je ne sais pas que je vais vous interrompre, mais vous prenez par exemple l'université de Taipei, collabore quand même avec plusieurs cliniques et hôpitaux. C'était une collaboration étroite et que moi je trouve intéressant parce qu'en fait, d'une part, il y a l'expérience du terrain avec une collaboration étroite avec le centre de recherche de l'université de Taipei. Donc, et une des observations qui a été faite et que je trouve aussi personnellement extrêmement intéressant, c'est qu'on voit, ça veut dire justement, les grands antiviraux qu'on parlait toujours dans le passé, le titri, et ça veut dire c'est quand même des recherches qui datent de 25-30 ans en arrière. Ça veut dire vous prenez l'université de Brisbane à l'époque en Australie avait fait plein d'études sur le titri et aussi au milieu clinique, pas uniquement in vitro et pas uniquement au niveau de disques pétris, c'était fait en clinique, au milieu clinique. C'est quand même quelque chose, ça veut dire vous prenez son nom m'échappe, mais c'était Yann Southwell. Voilà, si vous prenez toutes les études de Yann Southwell, qui était en fait un des professeurs de l'université de Brisbane dans les années, je pense, dans les années 80-90 à peu près, c'est quand même des études, je veux dire, qui sont parlantes. Est-ce qu'on pourrait juste, parce qu'on a un large public ici, Ouais. avec des gens qui risquent de rentrer à la maison, Ouais. d'aller acheter des huiles essentielles à la pharmacie, Oui. J'aimerais juste avoir un message de précaution, que les huiles essentielles sur la peau, ça peut être toxique, ça peut amener à des réactions inflammatoires ou des réactions allergiques. Donc il ne faut pas appliquer ça sans un conseil spécialisé sur votre peau ou l'ingérer sans un conseil spécialisé. Les huiles essentielles sont très puissantes et l'inhalation est en général sécuritaire. Par contre, l'application sur la peau, l'ingestion doit se faire seulement avec du conseil. Mais je pense si vous allez dans la majorité des pharmaciens aujourd'hui sont formés là-dedans et ils savent vraiment conseiller la clientèle. C'est clair, c'est pas un produit à acheter sur Internet, mais si vous allez dans une pharmacie formée pour ça, ils pourront vous conseiller précisément comment faire. Et là, quand je parle de titri et de Ravinsara, c'est d'habitude des huiles essentielles pas très irritantes. Il y a en tout cas, du point de vue de l'épistémologie, c'est-à-dire de la méthodologie dans le domaine de la médecine, une étude qui est à faire et qui peut commencer tout de suite, c'est l'histoire des tâtonnements en matière de Covid, des allers-retours, des points de vue contradictoires. C'est très riche, hein. On peut faire de nombreuses thèses d'histoire de la médecine extrêmement scientifiques et probablement extrêmement productives à cet égard. Mais je crois que nous avons beaucoup parlé à la table et il est déjà 7h moins 20. Donc je voudrais donner l'occasion à notre public avant qu'il ne s'en aille pour souper, ce qui est tout à fait légitime, l'occasion de poser les questions qui peuvent lui être venues. Alors, Madame d'abord et puis ensuite Madame ici. Oui, merci beaucoup. J'ai une question peut-être aux médecins qui s'occupent de médecine chinoise et peut-être aux homéopathes. Tout le monde attend, le grand public, impatiemment un vaccin. Comment allez-vous vous positionner lorsque votre patientèle vous consultera à ce sujet ?
Je pense que déjà notre patientèle, je ne suis pas sûre qu'ils nous demandent un vaccin. Enfin, je plaisante. Ça va être compliqué. Bon, ceci étant, nous, en tant que médecins, on n'est pas là pour dire aux patients ce qu'ils ont à faire. D'accord ? On est là pour leur ouvrir toutes les opportunités. Je veux dire, on est avant tout médecin, on est homéopathe, mais on est avant tout médecin, donc d'ouvrir toutes les opportunités, et c'est le patient qui choisira. Oui, mais ils vont vous demander un conseil. Donc, quel serait votre conseil ? Je ne sais pas aujourd'hui encore. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je voudrais ajouter, tout dépend de quand ce vaccin va apparaître, de comment il va fonctionner, de qu'est-ce qu'on peut savoir sur les études. Il y a un élément assez particulier. On croit savoir aujourd'hui que l'immunité, elle dure quelque chose comme 2 mois ou 3 mois. Donc, si on tombe dans le même ordre de grandeur pour un vaccin, l'utilité d'avoir un vaccin qui vous protège pendant 3 mois, je ne sais pas si elle est très grande. Donc, il y a surtout beaucoup de points d'interrogation qui restent ouverts avant de savoir si on peut conseiller à nos patients de se faire vacciner ou pas. Ça dépend de comment ça va se présenter. Merci. Moi, je peux peut-être rajouter, je pense qu'il faut absolument que toutes les personnes soient obligées d'être vaccinées, y compris les animaux de compagnie, les animaux sauvages. Je pense que c'est vraiment hyper important. Non, ce qu'il ne faut juste pas oublier, rappelez-vous le début de l'épidémie du HIV, du sida. On nous avait annoncé un vaccin en 1985, on l'attend toujours. Donc il ne faut juste pas oublier qu'il y a toute une partie d'intox pour avoir des fonds hyper importants pour pouvoir payer la fabrication des vaccins, le développement. Je pense que c'est important qu'elle ait lieu, mais le problème c'est que ça passe par les médias et puis du coup on a un nombre d'informations. Il y a encore un article qui est sorti dans Nature cette semaine qui résume tout l'état de la science, mais c'est d'une complexité. Moi, la 3e ligne, je ne voyais plus mes yeux, j'ai perdu la tête directement. Donc c'est extrêmement complexe et on sait pas. Il y a énormément d'inconnus actuellement sur ce domaine-là. Est-ce qu'on aura un vaccin dans quelques mois ou bien pas ? Est-ce que le vaccin va permettre une immunité sur le long terme ? Est-ce que le vaccin a des effets secondaires ? Est-ce que le vaccin quel est le taux de protection ? Il y a vraiment tellement de questions. Et puis, je suis absolument sûr qu'en Suisse, il n'y aura pas d'obligation vaccinale. Ça, je pense que c'est absolument clair. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Et je pense que moi, pour renseigner mes patients, ce sera par rapport aux données. Actuellement, on n'a pas de données, à part des données des actions qui montent chez 2-3 entreprises. Mais c'est la seule chose qu'on sait, qui est sûre. C'est cet élément-là. Voilà. Madame, vous aviez une question. Attendez, peut-être que le micro vous parvienne. Merci. Voilà. J'ai une question à madame, j'ai pas retenu votre nom de famille, mais la médecin hospitalière. J'ai entendu que dans cette première vague, il n'a pas été possible d'appliquer des programmes, des essais avec les médecines complémentaires ou alternatives, vu la panique générale et la surcharge. On est maintenant dans une deuxième vague, on va avoir encore probablement plein de possibilités d'expérimenter. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, de mettre sur pied comme étude? Est-ce que vous prévoyez de proposer des huiles essentielles, de faire des études en double aveugle, ou peut-être de l'homéopathie? Qu'est-ce qui va être mis sur pied? Alors nous, ici, au CHUV, pour l'instant, nous n'avons pas prévu d'études Covid, pour la raison que ça coûte très très cher et qu'on n'a pas les moyens. Voilà. C'est bien. Pour nous, alors moi je suis en contact avec la Chine, on aimerait absolument mettre en place une étude sur l'utilisation des plantes pour la prévention, pour voir si quand les patients ont des symptômes, quand les patients ont des symptômes, est-ce qu'on arrive à diminuer les hospitalisations et c'est cet élément-là. Mais c'est extrêmement compliqué de pouvoir mettre ça en place, mais c'est ce qu'on essaye et je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, mais si on y arrive, ce serait parfait. Ouais, pour compléter, je crois, Pierre-Yves, tu l'as dit avant, lancer une étude clinique, on parle facilement d'1 demi-million de francs. Donc, il faut l'avoir. Et puis, il faut le lancer sur quelque chose où on a les moyens de le faire. Si c'est pour essayer une herbe chinoise, alors qu'on ne les a pas ici, parce qu'un certain nombre d'herbes chinoises ne sont pas forcément accessibles en Suisse. Ensuite, on n'a pas forcément le nombre de médecins qu'il faudrait pour traiter. On n'a pas assez de patients qui font partie du même collectif. On se retrouve à investir des sommes incroyables pour quelque chose qui n'est pas faisable.
Donc il faut rester sur des études qui sont faisables. Nous, notre compétence, elle est sur un certain nombre de types d'études, qui sont plutôt des études sur des faibles groupes de patients. Et il faut qu'on reste sur notre domaine de compétences. Je veux dire, il y a tout le monde en Suisse qui s'est mis à faire des études Covid, dont la moitié ne seront jamais publiables, dont la moitié ne veulent rien dire, juste parce qu'il faut le faire, et puis parce que c'est l'urgence du moment. Moi, je dis non, parce que si c'est pour faire de la mauvaise science, autant pas faire de la science. Je suis désolée, c'est aussi le bénéfice du patient de ne pas être impliqué dans des études qui ne veulent rien dire. Nous, juste l'étude qu'on va débuter, qui est pratiquement finalisée, qui part en commission d'éthique ces prochains jours, c'est sur, on va demander aux acupuncteurs, aux médecins traditionnels chinois en Suisse, qu'est-ce qu'ils ont utilisé avec leurs patients, de manière à pouvoir recueillir, parce qu'il y a ce problème des plantes qui ne sont pas disponibles en Suisse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont utilisé, comment ils ont vécu aussi cette période, et puis je me battrai pour que les thérapeutes complémentaires puissent continuer à exercer leur métier pendant, s'il y avait une deuxième vague. Professeur Rodondi, voilà, j'imagine que vous avez parcouru la littérature, et les personnes qui sont là ont une question précise, en tous les cas moi j'en ai une. Qu'est-ce que vous conseillez pratiquement comme préventif? Alors, très pratiquement, je pense que l'élément principal, c'est de faire attention à sa santé. Alors, je sais que c'est pas quelque chose qu'on peut vendre, mais ça reste pour moi essentiel. On a quand même pas mal de données sur les éléments par rapport à la santé, d'avoir une bonne hygiène de vie qui permet de stimuler l'immunité. Je ne vais pas proposer systématiquement de prendre telle ou telle plante. Après, on a certains patients, dans certaines situations, on peut discuter est-ce que ça vaut la peine d'avoir telle ou telle approche avec certaines plantes s'ils ont un problème immunitaire ou si on voit qu'ils font des infections à répétition. Mais de faire une prophylaxie de masse, entre guillemets, je pense qu'on doit rester dans un traitement individualisé, puis c'est ce que je fais à mon cabinet. Ça se sait pas, mais je suis homméopathe aussi. J'ai certains patients chez qui on a donné certains traitements pour renforcer l'immunité. Est-ce que c'est efficace ou bien pas? J'en sais rien, mais je pense qu'il faut rester très individuel et puis en discuter chacun avec son médecin traitant, où il y a énormément de très bons pharmaciens qui peuvent donner des bons conseils. Moi, je voulais juste rebondir là-dessus et compléter ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'au fond, c'est très intéressant avec chaque personne qui vient dans le cabinet ou en consultation de regarder qu'est-ce qu'elle faisait les années précédentes par rapport aux autres infections virales, comment elle a travaillé son immunité par rapport à la grippe, par rapport au rhume, par rapport à sa situation générale. Et même si on n'a pas de données scientifiques, d'aller sur l'expérience de la personne, sur des données plutôt empiriques et observationnelles, on peut trouver avec chaque personne quelque chose qui lui convenait bien. Et ça peut être un homéo, ça peut être un complément alimentaire, ça peut être une aromathérapie. Et là, effectivement, ça vaut la peine d'avoir des professionnels qui sont correctement formés, qui peuvent donner un conseil avisé. Mais c'est aussi intéressant d'écouter ce que la personne avait l'habitude d'utiliser, qui était performant et pertinent pour elle, avant le Covid, parce qu'a priori le SARS-CoV-2 est un virus, même si on ne le connaît pas bien, on peut au moins déjà tabler sur ce qui fonctionnait en termes de prévention et de protection dans les années précédentes. Je fais un mini rajout, avec ce que Myriam vient de dire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu un climat de peur, mais c'était vraiment très peu présent. La presse n'a pas du tout essayé d'amener cet élément-là. Mais je veux dire, moi je vois des patients qui ont peur, qui ont des angoisses, qui sont inquiets. Ça diminue l'immunité. Donc c'est aussi de travailler sur comment on vit dans cette situation difficile, les changements que ça. Moi j'ai des patients, des pilotes de ligne, ils savent qu'ils ne vont plus jamais conduire d'avion de leur vie, mais il faut discuter avec eux de ce que ça représente, des changements que ça représente dans leur vie. Et ça aussi, c'est une manière de passer l'étape suivante en ayant les forces nécessaires. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir la meilleure bienveillance envers nous, envers nos proches, et pour nous, envers nos patients. J'ai cette année 40 ans de profession acupuncteur. Et je peux vous le dire que l'homéopathie, c'est pour moi très complémentaire. Et je dois dire une chose, que Brionia, on obtient d'excellentes choses parce que c'est un draineur de terrain. Ça, c'est une chose. Mais par contre, moi, j'ai l'oligo-élément. Un exemple comme cuivre, or, argent. En médecine humaine,
comme en médecine vétérinaire. Les petits toutous, les chats, les poules, les chiens, tout ce qui bouge. J'aime autant vous dire que ces animaux, comme les humains, ils me disent merci. Parce que même les enfants difficiles, hyperactifs, cuivre, or, argent, ça les range. La Ritaline, laissez-moi bien rire avec ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'on change, puis qu'on dise oui, c'est peut-être possible. Non, c'est quelque chose qui est important. Soit on dit, je vais essayer, je veux te guérir, maintenant tu fais comme je te demande. Je suis là à ta disposition pour que tu puisses me poser des questions, même tard le soir. Pourquoi dire oui, on va essayer? On n'essaye pas avec les gens. Les gens, ce n'est pas des terrains d'essai. C'est quand même des personnes qui ont besoin de vivre, de travailler. Et puis, pourquoi on dit médecine complémentaire? Alors ça, je peux vous répondre. On dit médecine complémentaire. Précisément, votre déclaration plus que question le montre. Vous dites qu'il y a lieu d'associer médecine chinoise, ligothérapie, homéopathie. J'irai plus loin. Je veux dire qu'on parle aussi de médecine intégrative parce que on pense que la médecine classique et de multiples médecines complémentaires doivent faire l'objet d'une utilisation combinée, intelligente, chacune là où elle marche, appuyant l'autre. Et ça paraît intuitivement d'ailleurs assez logique quand on a ce que je peux appeler un peu prosaïquement une boîte à outils, qu'on choisisse le tournevis quand on a besoin du tournevis, la scie quand on a besoin de la scie et le marteau quand on a besoin du marteau. Mais je ne sais pas si d'autres à la table veulent s'exprimer sur votre intervention. Moi, je t'aimerais aussi dire... Attendez, il faut que tout le monde puisse parler. Hein. Oui. Vous avez déjà exprimé assez longuement. Alors, si vous voulez faire une petite déclaration complémentaire, d'accord, mais pas trop long. Bon, alors, depuis, j'ai eu des cas de personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. J'ai préparé la pilule que la mère avait prise. J'ai fait faire une préparation homéopathique que j'ai donnée à la fille. 9 mois après, les jeunes sont arrivés chez moi. On va être parents. D'accord. Et un beau bébé. D'accord. Alors c'est bien. Il y a aussi une médecine complémentaire, c'est le Kama Sutra. Oui, bon, ok. Je crois que vous aviez une question, monsieur. Je comprends bien que ce virus qui a fini par coloniser toute la planète, finalement, c'est un champ d'études assez extraordinaire par rapport comme on parle aujourd'hui, des différents résultats, des thérapies, des résultats qu'on obtient. Alors, Lydia parlait de Taïwan, on parle de l'Asie par rapport à ces médecines alternatives ou je sais pas quoi. On voit les États-Unis, c'est le grand écart. Maintenant, il y a l'endroit le plus peuplé de la planète, on en parle peu. Et c'est les moins bien dotés au niveau matériel, c'est l'Afrique. Et j'ai cru comprendre qu'ils sont moins touchés, mais alors j'ai pas encore compris pourquoi. Est-ce que quelqu'un saurait expliquer ça? Si on regarde les statistiques, il y a quand même eu des flambées parfois assez inquiétantes. Je parle du nombre de morts. En Éthiopie, à Madagascar et en Égypte, en première vague. Maintenant... c'est peut-être moins manifeste, heureusement. Alors, il y a des tas d'explications que les épidémiologistes avancent, en particulier le fait qu'en Afrique, on vit beaucoup plus en plein air. Ça semble être probablement une des raisons. Et peut-être aussi que l'hygiène de vie est assez différente. Mais je ne sais pas si d'autres ici ont des hypothèses, parce que ça ne peut être que des hypothèses à ce sujet. Bien sûr. Oui, je me suis aussi questionné là-dessus, mais en fait, l'âge moyen des Africains est très jeune. Et en fait, ils sont résistants parce que l'âge moyen, je crois, est beaucoup plus jeune qu'en Europe. Donc, il y a déjà une question d'âge qui fait qu'en moyenne, ils ont beaucoup plus résisté au virus. Et puis, il y a l'hypothèse de la température aussi, simplement. La température moyenne étant plus élevée, il a semblé, dans le cas de l'Amérique du Sud,
qu'une fois que l'hiver sud-américain est terminé, c'est-à-dire à peu près maintenant, l'épidémie ou la pandémie a tendance à se calmer un peu. Mais c'est vraiment de l'ordre des hypothèses qu'on peut lancer et qui devront être validées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Oui, madame. Merci beaucoup aux panélistes. En fait, c'était vraiment très, très intéressant. Je suis naturopathe et ethnothérapeute. Et je voulais brièvement revenir sur la question de prévention. Il y a Dr Dogandi et aussi Lydia Besson qui en a parlé. Et moi, ma question un peu plus précise, c'est en fait... pourquoi est-ce que, en tout cas dans le message de santé publique, il y en a beaucoup quand même qui circulent, pourquoi on en parle si peu? Parce que je suis d'accord, en fait, oui, ça peut être très personnalisé, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites. Parce que je pense que par le manque de cette information-là, c'est un peu comme... les gens pensaient qu'ils peuvent rien faire et puis ils attendent le vaccin ou ils attendent le remède. Mais en fait, si on donnait un peu plus de messages de santé publique et aussi au sein de l'hôpital, et peut-être c'est le cas, je pense qu'on pourrait quand même... je ne sais pas si j'aime bien le mot responsabiliser, mais quand même de se dire qu'on peut faire quelque chose. Lydia a parlé de vitamine C, zinc, on a parlé peut-être du sommeil, etc., hygiène de vie. Il y a aussi la vitamine D. Je pense qu'on sait qu'une grande partie de la population est carencée. Donc ça, c'est des messages assez simples qu'on peut faire de santé publique. Donc juste pour savoir pourquoi, en fait, est-ce que vous sauriez m'éclairer là-dessus, pourquoi c'est si peu fait? Merci. J'aimerais juste dire, c'est vrai que je crois que c'est vraiment notre responsabilité. En fait, ce qui me concerne, nous avons une école de naturopathie et d'ayurveda et il est vrai que ce soir même, par exemple, mon fils, il donne une conférence en ligne justement sur le système immunitaire, en fait, pendant que nous on parle ici, lui il a 300 personnes en ligne pour informer. Et je crois que nous tous qu'on travaille dans ce domaine, c'est vrai, pendant toute la période, par exemple, nous avons, comme j'avais dit, je l'ai mentionné tout à l'heure, on était confinés à Bali, donc ça peut être pire, oui. Mais il est vrai qu'on a fait beaucoup d'informations en ligne sans nourrir davantage toute cette polarité qui existe, parce qu'évidemment, le public était aussi submergé par... tout genre d'informations et le contraire de l'information, ce qui crée évidemment beaucoup de confusion et de peur, etc. Donc on essayait de rester le plus pragmatique possible et le plus, le plus rationnel et le plus facile aussi. Également en collaboration avec, comme je disais, tous les partenaires avec lesquels on travaille. On les informer pour qu'eux puissent informer leur réseau. Et ça, on a fait en Italie, on a fait Taïwan, Chine, Hong Kong, l'Angleterre et puis en Suisse évidemment et une partie au sud de la France aussi, donc c'était pas pour contredire Monsieur Raoult, c'était d'ailleurs voilà, j'ai pas d'opinion non plus là-dessus parce que voilà, c'est pas mon domaine de rentrer là-dedans, mais par exemple là on a collaboré aussi avec le médecin qui s'appelle Yann Roulier en fait, qui lui il a quand même aussi développé beaucoup de remèdes naturopathiques, donc aussi, ça veut dire lui il a intégré aussi lui il avait fait des vidéos lui-même qu'il a mis sur YouTube, etc., juste avec des conseils très simples de prévention, justement de prévention, etc. Donc ça veut dire, je crois qu'effectivement vous avez 100% raison, c'est notre responsabilité de s'exprimer en fait de nos observations, de ce qu'on peut faire. Et je pense, je joins tout à fait, ça veut dire si on a un terrain qui est sain, un système immunitaire qui est fort, je crois que le risque est relativement minime. Ça veut dire, je ne sais pas si j'ose dire ça comme ça, en fait. Je crois que personne ne contestera que prendre de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, sous réserve de cas particuliers, quand même. Il faut chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui connaisse bien le patient vérifie que c'est pas ponctuellement contre-indiqué, mais comme recommandation générale, ça semble relativement
relativement intelligent, sans qu'on ait besoin d'entrer dans la querelle entre monsieur Raoul Marseillais et les mandarins parisiens, d'ailleurs cette querelle nous en apprend plus sur les luttes de pouvoir en France que sur la maladie. Mais moi j'aurais une ultime question avant qu'on clôture cette assemblée, parce que c'est quand même 19h vient de passer. Une question qui n'a pas encore été évoquée, c'est par rapport à l'immunité. Il y a un élément un peu contre-intuitif où je serais intéressé de savoir ce que les uns ou les autres peuvent penser. C'est qu'on a beaucoup préconisé l'amélioration de l'immunité. Or, dans certains cas, on a observé que des malades étaient victimes d'une surréaction inflammatoire, donc d'une espèce de surimmunité, si je comprends bien ça, bien que je ne sois pas médecin, qu'on a appelé les fameuses tempêtes de cytokines. Et on s'est dit que peut-être, au fond, les gens, par exemple, qui étaient immunosuppressés, par exemple parce qu'ils ont eu une atteinte de sclérose en plaques ou une raison de ce type-là, étaient peut-être pas si malheureux que ça, parce qu'au moins ils étaient protégés contre ce facteur-là. Mais est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une conclusion imprudente? Telle est ma question. Est-ce qu'à la table, l'une des personnes a une réponse ou un bout de réponse, parce qu'on en est plutôt au bout de réponse qu'aux réponses? Bruno, vas-y. Quand on étudie des questions comme l'orage de cytokines, on est de nouveau dans une approche sectorielle. Ce que j'ai proposé, c'est l'approche homéopathique. Elle regarde la situation dans l'ensemble. On traite un patient dans son ensemble et non pas dans certaines réactions physiologiques qui dysfonctionnent. Je pense que ça, c'est un élément clé pour répondre à cela. Ceci étant dit, une fois qu'on est aux soins intensifs et dans les urgences, on a besoin de cette approche-là, mais ce qui serait hautement souhaitable, c'est qu'on puisse y associer une approche qui est plus globale. Madame Chantal Bernard-Renella a parlé de l'hypnose. Pour le personnel ou pour les patients? Je crois que ça serait intéressant pour les patients aussi. Pour les deux. Pour les deux, c'est ça, oui. Des traitements d'acupuncture, des traitements en phytothérapie ou aromathérapie. Je pense que c'est des éléments des éléments qui approchent la personne dans son ensemble et dont on devrait tenir compte dans ces situations pour ne pas perdre la vision globale du patient. Merci, je crois qu'on va pouvoir garder ces... Non, écoutez, je crois que là, on va clore parce que... Pardon. Oui, vous pouvez bien sûr poser des questions à la table hors conférence, mais je pense qu'on va pouvoir comme ça libérer la plupart des gens. Je voudrais garder ces deux remarques qui ont été faites tout à la fin, ne pas oublier, si je puis dire, de soigner les soignants et avoir une vision de synthèse du patient quel qu'il soit, plutôt qu'une vision parcellisée ou sectorielle. Je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à cette conférence et je vous invite à regarder ce qui se trouve sur le site www.romedco.ch pour avoir déjà un compte-rendu dans quelques jours de ce qui s'est fait aujourd'hui, mais ce qui s'est fait aussi par le passé, ce qui se fera dans le futur. Nous restons actifs. Je vous prie de nous excuser à titre exceptionnel et compte tenu de la crise sanitaire d'avoir pas organisé d'apéro, contrairement à notre tradition. Et je rappelle aux personnes qui n'ont pas encore signé la liste de présence que justement pour des raisons de crise sanitaire et de possibilité de traçabilité, ils ou elles sont invités à le faire. Et je vous remercie également de réserver un bon accueil au panier qui vous sera présenté à la sortie, parce que nous vivons en bonne partie des dons. Cette conférence était gratuite, mais cela occasionne quand même quelques frais. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à une prochaine conférence, peut-être au CHUV qui nous accueille toujours très aimablement et que je saisis l'occasion de remercier. Je vous souhaite une bonne soirée.